Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, puis je suis là aujourd'hui pour mon preview du TKO 41. Ça va finalement avoir lieu, le grand retour de TKO au Centre Bell. On l'attend depuis longtemps celle-là. Et puis j'ai mes analyses et prédictions complètes pour tous les combats de la carte, incluant les 5 title fights. Mais avant de commencer, laissez-moi un like sur la vidéo, laissez-moi un commentaire pour qu'on jase de la carte ensemble. Dites-moi vos impressions sur la carte, qui va gagner, qui va être couronné champion. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. On va liker et s'abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Donc on perd pas une seconde de plus, on passe directement au premier combat et puis les portes du Centre Bell vont ouvrir à 6h30. Les partisans doivent être tôt s'ils ne veulent pas manquer le premier combat qui va commencer à 6h35 pile. C'est Juliette Eckhout et Corinne Laframboise à 125 livres chez les dames. Et puis ça, c'est de l'excellent matchmaking de la part de TKO, puisqu'on a deux filles ici qui sont un peu dans la même position et puis qui sont quand même semblables, on pourrait le dire, étant donné que les deux sont compétentes debout, mais se spécialisent vraiment au sol. Je pense que ça va donner un très bon duel. On peut tenter de les comparer en regardant leur duel contre Lindsay Garbat. Les deux l'ont affronté. Dans le cas de Corinne, ça n'a pas super bien été. C'est un match-up assez difficile. C'est au moment où le combat a touché le sol. Dès que ça a touché le sol, Corinne a semblé excitée parce qu'elle tombait en fait dans son élément, elle, qui a compétitionné au niveau mondial en jiu-jitsu brésilien. Puis, ça semblait excitée de ça. Elle n'a pas été soucieuse du ground and pound de Garbat qui l'a mise hors de service au tout premier round. Donc, un combat oublié pour Corinne. Dans le cas d'Eckhout, elle a battu Garbat, mais c'est un combat qui allait absolument pas en sa direction. On s'entend, elle se faisait frapper très fort debout, elle se faisait lutter par la Canadienne. Il y avait quand même de bons échanges au sol, mais tout allait en faveur de Garbat jusqu'au moment où Juliette Eckhout sorti un choke d'absolument nulle part, a sauté sur un rear naked choke d'absolument nulle part et réussi à le finir. Et puis, ça a été toute une surprise pour les partisans de TKO. Et puis, ça explique assez bien la game de Juliette Eckhout parce que c'est une fille qui est vraiment très opportuniste. Écoutez, c'est pas une grande athlète. Elle a un bon combat debout. Elle lance du volume, mais pas vraiment de puissance. Même au sol, quand elle essaie au ground and pound, c'est pas une fille qui est très puissante avec ses mains. C'est pas une fille très athlétique, mais elle est très opportuniste. Elle sait reconnaître une occasion quand elle en voit une, puis elle saute sur des soumissions. Ça va cependant être très difficile pour elle contre Corinne. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une fille qui a pratiqué le BJJ de compétition au niveau mondial. C'est d'excellentes combattantes au sol. Je pense que ça va être la fille la plus athlétique des deux et j'ai Corinne ici par soumission parce que je crois juste pas que Eckhout va être capable de la contenir au sol. Puis j'ai aucun doute que ce combat-là va se diriger au sol assez rapidement parce que les deux filles sont des spécialistes là et puis ça serait pas à l'avantage de personne qu'on voit un kickboxing match entre deux grapplers ici. Donc je m'attends à ce que ça aille au sol. J'anticipe quand même des bons échanges, mais j'ai Corinne par soumission au round 2. Deuxième combat maintenant, c'est à 170 livres et c'est Colin Bakey contre David Denio. Et puis ça aussi, c'est un autre bon combat parce que je pense que Colin Bakey est un bien meilleur combattant que sa fiche l'indique. Écoutez, c'est un gars qui s'entraîne sous Firas Zabi au Tristar et puis c'est quelqu'un de très explosif, un combattant très agressif, puis il va vraiment là pour se battre, puis c'est pas mal live by the sword, die by the sword son affaire. Puis on le voit sur sa fiche, une victoire par KO et deux défaites par KO. C'est sûr que depuis son arrivée à TKO, il s'est battu contre des gars assez solides, dont Davis Dos Santos, puis c'est définitivement un match-up qui va être de bon calibre pour David Denio, qui en est seulement à son troisième combat pro. Puis écoutez, Denio, il a été quand même impressionnant ce qu'on a vu comme amélioration entre son premier combat contre Rucolo, un combat dont il n'était pas vraiment satisfait d'ailleurs, et puis son deuxième combat contre Alex Paul, que là on a vraiment vu un gars plus patient, un gars avec une très bonne boxe qui est prêt à aller, il est prêt à aller de l'avant, mais il est aussi prêt à aller de l'arrière puis de counter. C'est un gars qui semble à l'aise dans toutes les phases du combat debout pour son niveau d'expérience. Puis le fait que Bakey soit un gars qui est très agressif et très ouvert, ça me donne pas le choix que d'y aller par David Denio, qui a au moins montré pouvoir être un combattant plus composé, mais quand il voit le finish, il va frapper fort puis il va sauter sur son finish. Puis c'est un combattant qui a un très bon instinct du tueur et c'est pour ça que je dois y aller avec David Denio par KO au rounder. La seule chose que je veux dire, c'est que Colin Bakey, comme je l'ai dit, s'entraînait au Tristar et puis ça fait un an qu'il s'est pas battu. Il a pris une pause d'un an entre son premier combat à TKO contre Davis Dos Santos et puis son combat de maintenant. Donc, ça se pourrait qu'il arrive avec une game complètement différente. C'est quelqu'un qui est jeune dans sa carrière, qui a du bon coaching. Puis ça se pourrait qu'il arrive avec une game qu'on s'attend absolument pas et qui nous surprenne. Mais je dois me fier à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et avec ce que j'ai vu jusqu'à présent, David Denio devrait gagner ce combat-là. Je l'ai par KO au premier round.
Ensuite, le troisième combat de la soirée est un combat flyweight à 125 livres, James Clark et James Mancini. Et puis, c'est un excellent duel de style ici entre James Clark, qui est littéralement un brawler de grappling, et puis James Mancini, qui est le lutteur de calibre olympique, le gars vraiment plus technique au sol. Et puis, je m'attends à d'excellents échanges au sol ici. James Clark, c'est pas compliqué, on n'a pas vu de combat debout de sa part à TKO. C'est le genre de gars qui partait de son coin de la cage, puis qui partait en courant, qui shootait directement un takedown, quitte à se retrouver sur son dos. C'est un gars qui veut juste être au sol et échanger. Puis aussi, il y a des positions quand même qui sortent de l'ordinaire, des positions intéressantes. C'est un gars qui va souvent chercher le headlock, essayer de compléter des takedowns de judo, puis à partir de là, il travaille avec le headlock au sol, essayer de faire des armbars ou des kimura. C'est un style assez intéressant, mais j'ai trouvé dans ces deux combats qu'il y avait un gros manque de finition au sol pour Clark. Clark est super agressif, mais il finit pas vraiment ses tentatives de soumission, puis ça le met souvent dans le trouble, ça le fait qu'il donne des positions, et puis c'est pas quelque chose qu'il va vouloir faire ici contre James Mancini, qui est un lutteur de très haut calibre, puis qui a déjà, à son premier combat, réussi à dominer un autre gars agressif, un autre gars de Jiu-Jitsu agressif en Stevie Yap, puis il a réussi à le dominer dans les positions, puis à avoir le dessus à ce niveau-là au sol pour remporter une décision. Et puis je m'attends un peu à la même chose ici. C'est sûr que Clark est super agressif, super dangereux, mais je m'attends à ce que Mancini réussisse à le contrôler au sol. Aussi, je ne serais pas surpris que Mancini utilise sa lutte pour empêcher le combat d'aller au sol un peu, parce que il a beaucoup parlé à la dernière conférence de presse du fait qu'il s'entraînait avec Angelo Di Bella en kickboxing et avec les frères Grant pour sa boxe. Puis il semble vraiment vouloir montrer cet aspect-là de son combat. Alors je pense que Mancini veut vraiment essayer d'échanger debout. Ça se peut qu'il utilise sa lutte pour rester debout. Mais je pense que dans les deux cas, Mancini est probablement le striker le plus expérimenté et de loin le grappler le plus expérimenté, le gars qui va savoir rester calme et contrôler les positions. J'ai donc Mancini par décision ici. C'est ce qui conclut la carte préliminaire le quatrième combat, c'est le swing bout. Je ne serais pas surpris qu'on le voie à quelque part sur la main card, mais si les combats préliminaires vont vite, on pourrait le voir comme quatrième combat des préliminaires aussi. C'est à 145 livres, Charles Huperes contre Matt Arlo. Un autre duel que j'attends beaucoup parce que c'est deux bons prospects. Charles Huperes a montré des belles choses dans ses deux derniers combats, autant debout qu'au sol. C'est un gars qui garde quand même une grande distance entre lui et son adversaire, puis qui arrive avec un burst de 3-4 shots, puis il est très bon pour fermer la distance. Il arrive rapidement, puis réussit à surprendre ses adversaires comme ça. Aussi, des fois, il fait juste rentrer avec un takedown, puis son adversaire s'attend à recevoir des coups, puis finalement, il se retrouve au sol. La seule chose pour Charles Perez, c'est que c'est un gars qui ne s'est pas battu depuis un an, puis avant ça, il ne s'était pas battu depuis un an aussi. Donc, il n'y a seulement que 2 combats depuis les 2 dernières années, et il n'a pas choisi le test le plus facile pour son retour. On s'entend, Matt Arlo est de loin un des prospects les plus en vue dans cette division-là, puis on va avoir un énorme avantage au niveau de la portée ici. Ça va être un 8 pouces au niveau des mains, des bras, et un 7 pouces au niveau des jambes. Donc, un énorme avantage de portée. Surtout que Huperes, c'est un gars qui aime ça se tenir à distance, comme je le disais. Mais là, même s'il se tient à distance, il va peut-être être à kicking range ou même à punching range pour Matt Arlo. Puis c'est quelque chose qui est intéressant pour le combattant Muay Thai qui est Matt Arlo. Un gars qui est étonnamment puissant debout, étant donné qu'il n'a jamais l'air de vraiment mettre beaucoup de power dans ses punches, mais c'est un gars qui est technique puis qui sait toucher aux bonnes places, comme on a vu contre Maxime Soucy. C'est donc un gars qui peut pas mal passer le KO à n'importe qui. Puis c'est aussi un gars qui est très impressionnant au niveau du clinch et du combat au sol. On a vu ça contre Olivier Nadeau. Et puis c'est quelque chose que je trouve qu'il est un aspect important à regarder pour ce combat-là, parce que je ne crois pas que Charles Perez va être capable d'avoir le dessus au niveau du combat debout. Donc, il va avoir à se replier sur le combat au sol pour tenter de gagner des points, de gagner l'avantage sur Matt Arlo. Et puis, c'est le combat contre Olivier Nadeau qui peut nous dire comment Matt Arlo va réussir à réagir à ça, parce que Nadeau a strictement essayé de take down Matt Arlo pour toute la durée du combat. Ça fait qu'il s'est retrouvé beaucoup dans le clinch. Puis dans le clinch, on a vu que Matt Arlo était très dangereux, comme le montre son background en Muay Thai. C'est un gars qui a des coups de genoux, des bons coups de coude, qui est capable de placer des strikes offensivement dans le clinch tout en défendant des takedowns. Et puis c'est toujours lui qui a réussi à amener Nadeau au sol ou à prendre son dos en défendant les takedowns. Puis on a quand même vu un jiu-jitsu assez surprenant. Puis ça, pour vrai, je pense pas que c'est des bonnes nouvelles pour Charles Huperes. Huperes, c'est un excellent combattant. C'est un gars qui peut nous surprendre, mais je pense que le fait que ce soit pas battu depuis un bout, puis le fait que Matt Arlo est actif, il est pas mal là, pas mal à toutes les cartes ou à toutes les 2 cartes de TKO récemment.
Je pense que Matarlo va réussir à gagner ce combat-là. Je m'attends à ce que ça soit quand même compétitif. Je pense pas que Perez va se faire finir, mais j'ai Matarlo par décision ici. On passe maintenant à la carte principale. Ça commence à 7h30 et le premier combat, c'en est tout un. C'est le duel 125 livres, un number one contender fight. Jordan Graham contre Tony Laramie. Et puis ça, en dehors du main event et du co-main event, c'est de loin le combat que j'ai le plus de difficultés à prédire parce que autant j'ai le feeling général que Tony Laramie est le meilleur prospect. Dans ma tête, Tony Laramie est vraiment un des top prospects au monde en 125 livres. Les choses que ce jeune-là nous a montré à l'âge qu'il a, le niveau d'MMA qu'il a présentement pour un gars qui a 18-19 ans, c'est absolument incroyable. Et puis, je regarde ça, mais d'un autre côté, je regarde Jordan Graham sur papier, puis je me dis que c'est probablement lui qui a l'avantage au niveau du combat de style. C'est sûr que c'est un gars qui est grand, c'est un combattant du Muay Thai qui va avoir un bon reach advantage, qui va être le plus gros des deux, qui est un grappler très sous-estimé. On l'a vu contre James Clark, justement. Il l'a complètement dominé au sol. On n'a quasiment pas vu son combat. Enfin, on n'a pas vu du tout son combat debout dans ce combat-là. Il a juste dominé au sol, puis il s'est retrouvé dans des drôles de positions contre Clark, qui est très agressif, mais il a toujours réussi à rester calme, puis à sortir sur le top, puis il a réussi à soumettre le gars qui était considéré comme le meilleur grappler dans ce combat-là. Donc, Jordan Graham va être tout un défi pour Tony Laramie, on doit se le dire. Et ce qui me fait hésiter, c'est que Laramie, autant il a eu beaucoup de succès à son premier combat contre un gars qui était vraiment plus long que lui, en Keith Lee, ça n'a pas été la même chose contre Louis Jourdain. Et puis j'ai l'impression que le niveau de striking général de Jordan Graham se rapproche peut-être un peu plus de celui de Louis Jourdain que de Keith Lee, qui est un bon combattant debout, mais qui est de prime et d'abord un lutteur et un gars qui a un bon combat au sol, un gars qui a un bon top control et du bon ground and pound. Donc, la spécialité de Lee n'est pas nécessairement le combat debout, puis c'est peut-être pour ça que Laramie a réussi à bien jouer contre lui, mais son mouvement était très beau, son mouvement in and out, son head movement, puis la façon dont il réussit à attaquer, à passer de très bons coups. Puis on s'entend que Tony Laramie, un peu comme son frère, c'est des gars qui sont habitués d'être les combattants les plus courts. Écoute, c'est des gars de 5 et 4, 5 et 5, puis sont habitués d'être les gars qui ont pas de l'avantage au niveau du reach. Mais ça me fait peur un peu pour Tony Laramie, justement, le fait que Louis Jourdain l'ait pas mal tagué debout, et puis le fait que Graham soit un combattant qui est compétent au sol. Je me demande jusqu'à quel point Tony Laramie va avoir un avantage dans un des aspects. La seule chose que je le sais que Tony Laramie a l'avantage, c'est au niveau de l'athlétisme, de la rapidité. C'est un combattant très rapide, très athlétique, une petite boule d'énergie, une petite boule de puissance et d'explosion pure. Et puis, je me dis que même si Tony Laramie n'aurait pas l'avantage debout ou l'avantage au sol, je crois que dans le combat en général, Jordan Graham ne sera pas capable de garder Tony Laramie là où il veut. Si Graham a du succès debout, mais Laramie va rentrer dans le clinch, réussir à amener ça au sol. Si Graham a du succès au sol, Laramie va réussir à exploser hors des positions, à se relever debout. Puis je pense que Laramie va constamment faire travailler Jordan Graham pour le succès qu'il va avoir. Et puis, on se le cachera pas. Tony Laramie, il a 3 combats pro, puis il a affronté 3 excellents combattants. Il a affronté Keith Lee, Derek Falk, puis Louis Jourdain. C'est 3 excellents combattants. Et puis, on peut pas dire de même pour Jordan Graham. Il a affronté un très bon gars en James Clark, mais il n'a jamais eu un niveau de compétition comme Tony Laramie va lui apporter. Et puis, Tony Laramie, c'est probablement un des combattants les moins expérimentés qu'il a affronté dans sa carrière. Et puis, Tony Laramie, même si Jordan Graham est un combattant de haut niveau, selon moi, Laramie a déjà eu quelqu'un comme ça devant lui. Et Graham, non. Donc, je vais y aller avec Tony Laramie par décision ici, mais c'est absolument pas un pic certain. Ensuite, 6e combat. Si vous avez vu mon vidéo sur les combats les plus attendus du mois de décembre, vous savez ce que je pense sur ce duel-là. C'est Michael Dufort, Kevin Généreux. Et puis, c'est impossible de ne pas sourire en passant à ce combat-là. Écoutez, selon moi, ces deux gars-là sont les piliers de la division lightweight à TKO. C'est sûr que Jesse Ronson est là, mais d'après moi, Jesse Ronson est une petite coche en haut de tout le monde. C'est un gars qui aurait jamais dû quitter l'UFC. On va parler de lui un peu plus tard, mais j'ai l'impression que il est à une victoire près d'être de retour dans l'UFC, et puis il a la chance de battre un gars qui a déjà battu sur la carte. On va revenir sur ce combat-là un peu plus tard, comme je vous ai dit, mais j'ai l'impression que Jesse Ronson ne sera plus pour longtemps avec TKO, et puis ça va vraiment laisser Dufort et Généreux comme les deux piliers de cette division-là. Et puis c'est littéralement un title fight avant son temps, ce combat-là. C'est un combat absolument exceptionnel, puis c'est un duel de spécialistes qui va être absolument fascinant, parce que peu importe comment Kevin Généreux va s'améliorer au sol, ou s'est déjà amélioré au sol,
il n'y a pas vraiment rien qui peut se faire que son niveau de grappling va être au niveau de celui de Mick Dufort pour ce combat-là. Puis la même chose peut être dite pour Dufort, peu importe à quel point il a amélioré son combat debout durant les dernières années, puis il travaille très fort là-dessus. Il n'y a rien qui va pouvoir, il y a rien qui peut faire qui va avoir matché le niveau debout de Kevin Généreux, tout simplement. Donc, si le combat reste debout, ça va se finir par un KO de Kevin Généreux, ou du moins par une domination de Kevin Généreux, puisque Dufort a quand même un excellent menton, mais on va se le dire, Kevin Généreux est le plus gros cogneur à 155 livres, puis un des meilleurs strikers qu'on a vu avec TKO, un gars qui est vraiment naturel debout, qui a une technique impeccable, du gros power, et puis c'est ça. Si le combat reste debout, c'est un généreux fight, c'est facile à prédire. Et si le combat touche le sol, c'est un Dufort fight, c'est facile à prédire. Écoutez, Mick Dufort, c'est le meilleur grappler dans TKO. Ça, c'est mon opinion, je vais le répéter à toutes les fois. Écoutez, ce gars-là, il est absolument exceptionnel. C'est le genre de gars qui arrive à une compétition de Jiu-Jitsu, ça fait 3 mois qu'il ne s'est pas entraîné, il est out of shape, il s'inscrit une catégorie plus haute en no-gi advance, puis il réussit à faire un rear naked choke, une black belt à son premier combat, et puis... c'est un gars qui est en sparring avec des saisons, il réussit à passer sa guillotine à d'autres pros. C'est un grappler absolument exceptionnel. C'est un gars qui est naturel au sol. Des fois, il fait des techniques, puis il ne sait même pas c'est quoi la technique qu'il a faite. Il l'a juste fait naturellement. C'est la définition d'un naturel dans ce sport-là. C'est un gars extrêmement athlétique, extrêmement explosif, un spécimen physique comme on en a rarement vu. Un gars qui a un cardio absolument incroyable. Puis... c'est ça qui arrive si le combat touche le sol pour Kevin Généreux. Ça n'ira pas bien. Et puis, je vais devoir y aller avec du fort ici parce que c'est sûr que les 30 premières secondes du combat vont être super dangereuses. Mick Dufort, il a tendance à se faire taguer en début de combat. Puis s'il se fait toucher trop fort par Kevin Généreux, ça se peut qu'il se fasse passer le KO. Parce que Généreux a assez de power pour passer le KO à quelqu'un qui a un très bon menton. Puis Dufort, il a un bon menton. Il s'est jamais fait finir auparavant, mais... c'est pas une bonne idée d'essayer de tester son menton contre les mains à Kevin Généreux. Mais la raison pourquoi j'y vais avec Dufort, c'est que je n'ai jamais vu Michael Dufort ne pas être en mesure d'amener le combat au sol assez rapidement. Que ça soit qu'il se fasse charger par son adversaire puis qu'il fasse juste complètement se dropper contre la cage puis il donne le top control comme il a fait contre Ceres ou contre Mendiola. Hybrid, il a carrément pull guard puis 2 secondes après, c'est-à-dire il avait déjà pris le dos de son adversaire. Contre Ceres, ça n'a pas été très long. Il a combattu une guillotine un peu, il est resté calme, il a viré le combat, il a pris le top, puis à partir de là, tout s'est enchaîné pour Mick Dufort, et puis c'est ça, je ne l'ai jamais vu ne pas être capable d'amener le combat au sol. Et puis, les 30 premières secondes vont être très dangereuses, mais si Kevin Généreux ne lui passe pas le KO dans les 30 premières secondes, Mick Dufort va réussir à amener ça au sol, puis va gagner par soumission au premier round. Je ne dirais pas par quelle soumission, parce que quand je présente un rear naked choke, c'est une guillotine. Quand je présente une guillotine, c'est un rear naked choke. Mais pas mal tout le monde sait où c'est que ça s'en va dans le cas de Dufort. C'est un gars de choke, puis c'est un gars de sol absolument incroyable. J'ai Dufort par soumission au premier round. L'autre chose que je veux dire sur ce combat-là, c'est que win or lose, ça c'est pas grave. C'est pas un combat qui va avoir beaucoup d'impact sur le futur d'aucun de ces deux combattants-là. Parce que c'est tellement deux prospects incroyables. Deux gars, s'il y a bien quelqu'un qui peut se permettre d'avoir une défaite, puis qui dans 5 combats va quand même avoir une assez bonne fiche pour être aux portes de l'UFC, c'est bien Mick Dufort ou Kevin Généreux. Donc c'est un title fight avant son temps. C'est probablement pas la dernière fois qu'on les voit combattre si ces deux gars-là continuent pas mal leur chemin avec l'organisation de TKO avant de faire le saut dans l'UFC. C'est deux gars qui vont nous représenter le Canada au plus haut niveau du sport un jour. Puis c'est absolument incroyable de pouvoir les voir comme ça devant nos yeux dans leur plein développement quand ils sont en train de devenir les combattants qu'ils vont un jour être. Donc, combat absolument exceptionnel ici. Un title fight avant son temps. Puis j'ai Mick Dufort par soumission au premier round. On est maintenant rendu au title fight et le premier combat pour le titre. C'est à 135 livres chez les bantamweights Jesse Arnett et Dimitri Wardenberg, un rematch. Et puis... ça va être un excellent rematch parce que d'un côté, on peut pas se le cacher, Jesse Arnett se doit d'être le favori pour ce combat-là. C'est un gars qui non seulement, il n'a pas perdu depuis 2014, il a fait une séquence de 10 victoires, il a battu Dimitri il y a 2 ans seulement, il l'a battu par soumission au premier round. Et il a beaucoup amélioré son combat debout aussi dernièrement. C'est un gars qui vient de gagner une décision de 5 rounds en restant debout tout le long contre le vétéran de l'UFC, Johnny Bedford. Puis c'est un gars qui rentre dans son pic athlétique en ce moment. Il rentre dans les meilleures années de sa carrière. Il a commencé à se battre en 2011. Ça fait 6 ans qu'il est en action. Puis c'est vraiment les meilleures années de sa carrière qui commencent. Donc on n'a pas le choix. On ne peut pas passer à côté du fait que Jesse Arnett, c'est le favori pour ce combat-là. Mais d'un autre côté,
Il y a tellement des choses chez Dimitri Wardenberg qui me rendent ma prédiction difficile dans ce combat-là parce que c'est de loin le combattant qui m'a le plus impressionné depuis le retour de TKO. Je l'avais mentionné à la conférence de presse. Et puis, le gars, il a eu que des combats difficiles. Il a affronté Malcolm Gordon, après il a affronté David Sachs, un lutteur américain, puis il s'en est tellement bien sorti. Je pensais pas qu'il allait gagner ces deux combats-là, puis il a fini par gagner ces deux combats-là, des performances absolument incroyables. Et puis, il y a tellement une avenue claire à la victoire pour Wardenberg ici. Puis, il doit profiter du fait que Arnett, c'est un gars qui start slow. Des fois, même s'il y a des first round finish, c'est le genre de gars qui va te finir au premier round si tu le bum rush puis tu essaies de le take down puis il se retrouve au sol tout de suite. Mais si tu gardes le combat debout, il prend toujours un petit peu de temps pour se mettre en branle. Puis Wardenberg doit absolument profiter de ça pour faire comme quand il a affronté Malcolm Gordon et lander des gros leg kicks. Et puis, s'il réussit à vraiment faire mal avec ses leg kicks en début de combat, puis il diminue le mouvement, puis il diminue le poids que Arnett peut mettre sur sa jambe, ça va donner un combat beaucoup plus serré parce que si Jesse Arnett n'est pas capable d'amener Dimitri Wardenberg au sol, c'est pas un combat à son avantage. Dimitri Wardenberg est un striker beaucoup plus technique et beaucoup plus expérimenté qu'Arnett. Ça, il n'y a jamais eu aucune question là-dessus. Puis si Wardenberg peut assez faire mal aux jambes de Arnett avec ses kicks pour s'assurer que le combat reste debout, l'empêche de l'amener au sol, ben ça va être un excellent combat. Ça va être un combat qui va être en faveur de Dimitri Wardenberg. La chose qui me fait un peu peur, c'est que Wardenberg est susceptible à se faire takedown au premier round aussi avant qu'il se mette vraiment dans son rythme. C'est un gars que si tu rentres tôt dans le clinch avec, tu vas réussir à l'amener au sol. Puis c'est vrai qu'il a montré de très belles améliorations, autant dans sa takedown defense que dans son combo au sol. Il se défend très bien là, mais Jesse Arnett est un submission artist absolument redoutable. Un gars qui travaille beaucoup de la position du headlock, qui a des très bonnes guillotines, qui est un spécialiste du Darce Choke. Puis bien que Dimitri s'est amélioré au sol, je crois que Arnett a définitivement un avantage énorme là. Puis écoutez, je vais être bien franc avec vous là. J'espère vraiment que Dimitri Wardenberg va gagner ce combat-là. Puis à chaque fois que j'ai prédit un combat contre Dimitri à TKO, il a gagné. Donc ma prédiction ici, c'est Jesse Arnett par soumission, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le combat pour le titre des poids lourds, Bakary Sako, Adam Daichka, le combat pour être le roi de la jungle, Black Panther contre le Kung Fu Panda. Et puis ça, c'est un duel qui promet, puis c'est un duel que, sincèrement, je pense que Bakary Sako, il a vraiment réussi sa job, il a réussi à rendre ça super intéressant, à nous faire douter de qui était vraiment le favori dans ce combat-là, parce que c'est vrai que Bakary Sako est absolument un spécimen physique. C'est un gars qui est grand, qui est gros, qui est fort. C'est un gars qui a l'air conçu littéralement pour faire ça, de la manière dont ses bras sont faits, la longueur de ses bras, la longueur de ses jambes. C'est un gars qui a l'air littéralement à être fait pour le combat. Il a un peu une shape à la John Jones, mais un petit peu plus gros. Puis il n'y a aucun doute que Bakary Sako est un naturel. Il n'y a aucun doute que c'est un gars qui va apprendre très rapidement. Puis on l'a vu contre Blake Nash. C'est un gars qu'à distance, il est très, très, très dangereux. On ne peut pas le laisser vraiment travailler at range. C'est un gars qui va te spinning au kick. C'est un gars qui va te lancer une multitude de coups de pied, qui va complètement t'endormir. Autant avec ses kicks que tu verras pas le KO punch arriver ou le KO kick arriver, autant que quand il va te frapper avec ce KO kick-là, tu vas dormir pour vrai. Donc, c'est ça qu'on a vu contre Blake Nash. Le combat a commencé, Nash l'a immédiatement amené dans le clinch. Et puis, Sako s'est très bien défendu. Là, il est resté offensif, il a landé des punches, il a dérangé Nash. On s'entend que Nash avait pas un clinch super offensif. Le gars, il l'a amené dans le clinch pour essayer son takedown. Il a aucunement camouflé son shot. Et puis, c'était quelque chose qui était facile à télégraphier pour Sako, qui s'est très bien défendu. Puis, à la seconde près que l'arbitre les a séparés du clinch, ben, Sako, il a pris sa distance. Il a lander spinning au kick. Puis, il a fini ça avec plusieurs hammer fists. Puis, on va se le dire, là, ça a rendu ça très intéressant comme combat. Parce que Adam Daichka, c'est un gars qui aime échanger, c'est un gars qui est prêt à manger des coups pour en donner un meilleur. Puis c'est toujours ça qui reste un peu dans le fond de notre tête. Il nous disait, est-ce que Adam va aller échanger avec ce gars-là? Est-ce qu'il va laisser son range? Mais la chose que je tiens à dire sur Daichka, c'est que oui, c'est un gars qui aime échanger. On se le cachera pas, c'est dans son sang, il aime ça. Mais je n'ai jamais vu Adam Daichka échanger avant d'être certain qu'il était capable de prendre le power de son adversaire et qu'il était capable de le frapper plus fort. Daichka, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un combattant qui est très intelligent. C'est un gars qui n'est pas encore dans son rythme en début de combat et qui n'a pas les informations qu'il voulait pour prendre sa décision de comment il va gagner ce combat-là. C'est un gars qui est très responsable défensivement. C'est un gars qui est patient. Puis en plus,
il a pas l'air de ça quand tu le regardes, mais lui aussi, c'est un gars très athlétique. C'est un des heavyweights les plus rapides que tu vas voir. Il bouge très bien. Puis lui aussi, c'est un natural malgré qu'il n'a pas la shape d'un Sako. C'est pas un gars qui est tout découpé avec le six-pack et tout, mais on peut pas dénier l'athlétisme d'Adam Daichika. Et puis, je me dois de le favoriser ici pour son expérience, puis aussi par le fait que le gars, il se bat intelligemment. C'est un gars qui est toujours à peu près conscient d'où il se retrouve. Puis s'il se retrouve dans une guerre, il est prêt à aller changer, mais au moins il sait qu'il est dans une guerre, puis il va avec confiance. Il va pas là, il va pas se laisser entraîner dans un style de combat qui est pas le sien, juste parce que son adversaire a dicté la cadence, puis il s'est laissé entraîner là-dedans. C'est un gars qui tient à dicter la cadence, c'est un gars qui tient à imposer son genre de combat, puis jamais il va prendre une décision avant d'être sûr que c'est la bonne décision à prendre. Puis je me dois de le favoriser pour ça. Et il va pas laisser la distance à Bakary Sako. C'est sûr que les premières secondes du combat, la première fois qu'il va rentrer dans le range de Sako, c'est là que ça va être le plus dangereux. Mais un coup que Adam va avoir closé la distance. Je m'attends à ce qu'il utilise le clinch. On l'a vu de plus en plus utiliser le clinch dans ses derniers combats. Puis c'est un très bel arme pour lui parce que c'est un gars qui est offensif de là. Il est prêt à utiliser tous ses membres pour faire du dommage. C'est pas un gars qui cherche vraiment le takedown de là. C'est un gars qui veut t'amener dans le clinch, peut-être un petit peu ralentir la cadence, continuer à te frapper. Il y a ce bon dirty boxing. Ses short shots sont très puissantes. Elles causent du dommage. Et puis de là, il est capable de descendre un peu la cadence du combat puis vraiment imposer son rythme. Puis quand il se sert aussi beaucoup d'une tactique à la Cain Velasquez, un peu de prendre le clinch, puis là, il y a de la séparation, il crée une séparation, ça donne sa distance optimale pour être dans la pocket là où il est bon, puis là, boum, il lance des grosses mains, finit ça avec un leg kick, re-rentre dans le clinch, continue avec son dirty boxing, puis je pense que c'est vraiment le genre de stratégie qui aurait avantage à appliquer contre Sako, parce que je crois que Adam est probablement le meilleur boxeur des deux. Et puis, est probablement le gars qui, s'il n'est pas en meilleure condition physique des deux, du moins, c'est le gars qui a été le plus longtemps dans des combats d'MMA. Bakary Sako s'est battu 1 minute 32 en MMA Pro dans toute sa carrière. C'est un gars qui n'a pas vraiment été dans les deep waters. Puis le fait que Daichika pourrait utiliser beaucoup le clinch, mettre de la grosse pression sur Bakary Sako, ça pourrait lui causer de ralentir un peu plus vite. Puis je pense que Daichika a confiance dans le fait qu'il est le combattant en meilleure condition physique dans les deux. Donc je m'attends à beaucoup de pression dans le clinch, puis Daichika qui va vraiment prendre le contrôle de ce combat-là, plus ça va avancer. J'ai un TKO au round 3 pour le Panda ici. Ensuite, championnat lightweight, Derek Gauthier, Jesse Ronson, le rematch. Puis ça, c'est le combat sur la carte que j'ai un peu le plus de facilité à prédire parce que ça fait seulement que 8 mois qu'on a vu le premier combat et puis j'ai de la misère à m'imaginer un scénario différent. Parce qu'on s'entend que Gauthier a quand même eu du succès dans ce combat-là. Il a connu un bon premier round, il a touché Ronson solidement et puis il a réussi à même l'amener au sol. Puis Ronson avait réponse à littéralement tout ce que Gauthier lui offrait. Il était capable d'encaisser ses coups, relancer de meilleurs coups. Quand il s'est fait takedown, il a réussi à se relever puis à takedown Gauthier lui-même. Donc Ronson, il avait déjà toutes les réponses à ce que Gauthier lui lançait. Et puis plus le combat avançait, plus ça a été difficile pour Gauthier et plus Ronson semblait rentrer dans son rythme. Ça s'est terminé au 3e round. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Jesse Ronson, c'est un gars, il était dans l'UFC, il a perdu 3 combats de suite, donc il s'est fait couper par la promotion. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ces 3 défaites-là, il a affronté Michel Prazeres, qui est un top 20 mondial, et puis il a affronté Francisco Trinaldo, qui est dans le top 15, et Kevin Lee, qui est dans le top 10. C'est donc absolument pas des défaites à se reprocher. Le gars, le fait que ça a tout été des décisions partagées, il a montré qu'il était compétitif avec ce niveau de compétition-là, puis ça, c'est le niveau top 20 mondial. Donc, c'est pas... le fait que j'ai tant de facilité à prédire ce combat-là, c'est pas rien contre les habiletés de Derek Gauthier, c'est juste pour le fait que Jesse Ronson est vraiment un combattant de niveau UFC, un combattant élite au niveau mondial, puis il n'aurait jamais dû se retrouver hors de l'UFC. Le gars, il a toujours perdu par décision, puis il a perdu contre des 170 livres récemment. Il n'a jamais perdu vraiment contre des gars de 155 livres qui n'étaient pas dans l'élite mondiale. C'est un gars qui se fait pas finir, puis là, il va avoir 5 rounds avec Gauthier devant lui. Je m'attends à peu près à la même chose qu'au premier coup. Gauthier commence toujours à ralentir un peu au 3e round, donc...
J'ai Ronson par TKO au troisième round parce que Gauthier reste un combattant très compétent avant ça, reste un gars qui est dangereux puis un gars qui va être dans le combat pour les deux premiers rounds. Je m'attends pas à ce que Ronson arrive là puis finisse Gauthier comme si c'était rien. Derek va être là pour les deux premiers rounds, mais je suis pas mal convaincu que Ronson va take over par après et je pense qu'il va finir ça par TKO au troisième round. Puis on est prêt à passer au co-main event de la soirée puis écoutez, je vais vraiment faire de mon mieux pour pas parler de ce combat-là pendant 10 minutes, mais ça se peut très bien que ça arrive. C'est le rematch de People's Main Event, la rivalité des rivalités, le combat que tout le monde attend. Marc-André Barriault, Strania Gavrilovic. Quel duel absolument incroyable. Écoutez, ils se sont livrés une guerre à hybride en 2016. J'y étais. Et puis, ça a été un excellent combat. Dans ma tête, à moi, c'est un combat absolument impossible à scorer. Puis, je l'ai écouté souvent. Depuis, je viens de le réécouter justement juste tantôt en prévision de cette preview-là. Et puis, je suis encore pas capable de scorer ce combat-là. Dans ma tête, c'est vraiment Strania qui est sorti fort au premier round. Il a landé meilleur coup. C'est lui qui a imposé le clinch. C'est lui qui a vraiment poussé son pace. Il y avait un rythme super agressif. Puis, c'est vraiment lui qui a poussé son pace au premier round, il a landé des gros coups. Et puis, je lui ai donné le premier round, un round assez clair dans ma tête pour lui. Autant que le deuxième round est un round assez clair dans ma tête pour Barriault. Il a réussi à s'ajuster au fait que Strania allait mettre beaucoup de pression, puis il allait de reculons pour mener, il plantait ses pieds, puis il allait avec des straight punch parce que Strania lançait beaucoup de hooks, puis les straight punch de Barriault semblaient se rendre avant, puis c'est le même qui a réussi à avoir du succès au deuxième round. Même s'il était sur le reculon, c'est le gars qui a vraiment réussi à lander les meilleurs coups. C'est un round assez clair pour lui. Ensuite, troisième round, Barriault avait l'air d'être vraiment fatigué. Gavrilovic semblait être le combattant le plus frais. Barriault mettait même ses mains sur ses hanches. C'était pas un super good look pour les juges, mais plus Strania avançait, Barriault travaillait bien en counter, puis c'est lui qui avait le meilleur des échanges debout pour la majorité de ce round-là, jusqu'au moment où Gavrilovic a landé un takedown. Takedown qui aurait sans aucun doute donné ce combat-là s'il avait pu faire un peu plus de dommages au sol, mais Barriault est resté actif dans sa garde, il a limité les dommages, puis on a fini avec un combat de 3 rounds, qui avait un round clair pour Gavrilovic, un round clair pour Barriault, et puis le troisième round, qui aurait été le round décisif, a été dominé la première moitié par Barriault et la deuxième moitié par Gavrilovic. Comment vous voulez scorer ça, guys? J'en ai aucune espèce d'idée. Puis c'est pas mal la même affaire pour ce combat-là, ce rematch-là. Parce qu'écoutez, autant ces deux gars-là, s'il y a une chose que le premier combat nous a prouvé, il nous a pas prouvé que Barriault était meilleur que Gavrilovic, ni l'inverse. Ils ont prouvé que ces deux combats-là, ces deux combattants-là étaient égaux. Il était égal, le niveau de skills était similaire. C'était deux cogneurs, deux gars avec des excellents mentons, deux gars qui sont très durables, qui vont pas se faire finir, qui vont être là pour les 15 minutes, qui vont livrer des guerres à tous les coups. Et puis, la seule affaire qu'on peut dire pour ce rematch-là, c'est que les deux sont encore ça et encore plus. Ces deux gars qui se sont tellement améliorés depuis. Du côté de Strania Gavrilovic, on a vraiment vu des très belles choses depuis ces deux derniers combats. Écoutez, il est arrivé à TKO, il y a eu l'incident du combat de Joe Vallée, ça lui a coûté une défaite, même s'il aurait probablement mérité une victoire là-dessus. Ça lui a coûté une défaite, ses actions après combat, il a coûté une défaite, puis il est arrivé dans son combat contre Fritz Paul par après, puis il savait qu'il avait besoin d'une victoire à sa fiche. Il avait accumulé 4 défaites consécutives, sa fiche s'en venait un peu moins belle, puis il savait qu'il avait besoin de cette victoire-là, puis il est allé, il savait qu'il pouvait dominer au sol, puis il a vraiment, c'est une des premières fois qu'on a vu Strania Gavrilovic ne pas être strictement un action fighter qui va de l'avant, puis qui lance des bombes, puis qui mange des bombes, puis que ça l'a amené à plusieurs décisions serrées dans sa carrière, c'est ça qui a causé plusieurs défaites, puis le fait qu'il a réussi à arriver contre Fritz Paul, qui a vraiment trouvé un point précis où il savait qu'il allait avoir l'avantage, puis il est allé dans cette direction-là, il a utilisé le game plan, puis c'était pas son combat le plus divertissant, mais c'est un combat qui est super le fun à voir pour un analyste, de montrer que le gars, il sait que quand que le moment compte vraiment, qu'il a vraiment besoin de la victoire, il sait quoi faire, puis il a amené ça au sol, il a soumis Fritz Paul, puis c'est une performance irréprochable de sa part. Et le combat contre Falcao après, ça, c'est vraiment la plus belle performance stratégique de Strania Gavrilovic de loin. Il savait que Falcao avait des problèmes avec le poids. On a appris par après qu'il y avait eu un manque de communication peut-être à ce niveau-là, puis que Falcao pensait que c'était le poids en kilogrammes, puis qu'il est arrivé vraiment overweight et tout. Mais Strania était conscient de tout ça, puis il était conscient que l'adversaire avait déjà demandé plusieurs fois d'un catchweight plus
plus élevé. Donc, Strania savait très bien qu'il allait être le gars qui allait être en meilleure condition physique, puis il a littéralement laissé Falcao venir à lui au premier round, chose qu'on ne voit jamais chez Gavrilovic. C'est toujours le gars qui va de l'avant, puis là, il l'a laissé venir à lui, il l'a laissé travailler dans le clinch, puis pour le peu de succès que Falcao a eu dans ce round-là, il a travaillé très très fort pour l'avoir. Puis Strania faisait tout ça en étant conscient qu'au deuxième round, il allait avoir un combattant plus fatigué devant lui, puis c'est là qu'il a augmenté la cadence, puis qu'on a vraiment vu le Strania des bons vieux jours, un gars qui lançait beaucoup de punch, qui était prêt à recevoir un coup de poing pour en donner un meilleur, puis c'est là que c'est vraiment mis à dominer le combat, puis ça a été une approche stratégique très intéressante à voir, puis qui nous prouve que Strania Gavrilovic n'est plus seulement un action fighter, il est vraiment un combattant complet, un gars qui il arrive dans le combat, puis il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il doit faire pour gagner, puis ça, c'est vraiment un aspect très important de ce combat-là, parce que Marc-André Barriault est de loin réputé comme étant le combattant avec le plus haut fight IQ entre les deux. C'est un gars qui a une meilleure idée de comment gagner un round. Puis on l'a vu, Barriault a gagné plusieurs split decisions dans sa vie. T'sais, il a été dans des décisions serrées, les combats qui n'ont pas fini, puis il a réussi à s'en sortir vainqueur la majorité du temps, puis c'est parce qu'il y a vraiment le tour d'aller chercher, de faire les petites choses pour gagner le round, puis Gavrilovic a montré de son côté une immense amélioration à ce niveau-là aussi, puis ça rend encore le combat plus serré. Du côté de Barriault, c'est la même chose, c'est beaucoup amélioré dernièrement, puis lui, on n'a pas vu une amélioration vraiment marquée dans une phase précise du combat. Ça a toujours été un gars assez complet, un gars qui n'avait pas peur d'aller dans aucun des aspects du combat. On a vraiment vu du raffinement technique au niveau de tous les aspects du jeu. Le fait que Marc-André Barriault est un combattant vraiment plus fluide, qui est plus offensif dans le clinch, va lancer plus de strike, qui est très bon au sol, qui est capable de lancer du ground and pound pour ouvrir ses passings, ou l'inverse, c'est un gars qui a vraiment intégré tous les aspects des arts martiaux mix à sa game, puis qui est maintenant capable d'utiliser toutes ces choses-là ensemble, faisant un tout vraiment fluide. Puis on l'a vu un peu dans son combat contre Todd Stott. Il y a certains qui ont critiqué la décision, mais quand je regarde le combat, ça c'est clair dans ma tête que Barriault a réussi à gagner ça. Premièrement, dès les premiers échanges du combat, il a réussi à prendre un striker, une division de poids plus haute que lui, puis à le rendre en grappler. Littéralement, Todd Stott est devenu un grappler dès qu'il a goûté au power de Marc-André Barriault. Et puis ça, c'est tout un accomplissement, parce qu'après Barriault, il y a eu des bonnes échanges au sol. C'est sûr que la différence de poids était quand même imposante dans ce combat-là. Stott était vraiment plus gros, mais Barriault, il y avait des bonnes techniques au sol, des bons sweeps et des beaux switches sur les takedowns. Puis on l'a jamais vu se décourager, on l'a jamais vu se dire oh non, je suis dans une mauvaise position. Il était toujours confiant en ce qu'il était. Il était prêt à se battre dans tous les aspects, puis il n'acceptait pas les mauvaises positions. Il était toujours en train de se relever debout, aller pour son propre takedown, tenter de créer de la séparation. Et puis c'est vraiment quelque chose de très beau de la part de Marc-André Barriault, ce qu'on a vu dans ses derniers combats. Depuis les deux derniers combats, le combat contre Yacine Badoui et le combat contre Stout, je l'ai dit, Marc-André Barriault est vraiment UFC ready. C'est un gars on peut dire qu'il est prêt pour l'élite du sport. Et puis, la chose qu'on a vue aussi contre Stout, qui est très intéressant, c'est que Barriault était en pleine forme au troisième round. Et puis, on ne l'a pas vu manquer un peu de gaz. Et puis, c'est ça qui a probablement fait qu'il a perdu la deuxième moitié du troisième round dans le premier combat contre Gavrilovic. Puis, c'est ça qui est arrivé. Il a amélioré cet aspect-là de sa game aussi. C'est un combattant il n'y avait pas des problèmes de cardio, mais des fois, il mettait pas peut-être son énergie à la bonne place dans le combat. Puis là, maintenant qu'il est vraiment confiant dans tous les aspects, il n'y a pas un aspect qui tire plus de jus que l'autre, puis il est prêt à compétitionner pendant toute la durée du combat. C'est un gars qui manque plus de jus dans la fin de ses combats. Puis ça, c'est très important ici, considérant que Strania avait l'air d'être le combattant le plus frais à la fin de leur dernier combat, et puis que ce combat-là peut durer jusqu'à 5 rounds aussi. Donc, on récapitule brièvement. On a deux gars qui sont des cogneurs exceptionnels, qui ont beaucoup de KO, qui sont capables de passer le KO à leurs adversaires, mais qui ont aussi démontré un menton de granit, les deux. Les coups que Badoui a donné à Barriault, et que Barriault est resté debout. Même chose pour Gavrilovic, les coups qu'il a mangé de Falcao, et puis les coups qu'il a mangé de tout le monde avant lui. C'est un gars qui s'est jamais fait finir, on va se le dire. Hein? Puis
C'est ça, on a deux cogneurs exceptionnels, deux gars avec des mentons incroyables. Il y en avait un qui paraissait peut-être un combattant un peu plus intelligent que l'autre, mais dans les combats, les derniers combats de Gavrilovic, on a vu son fight IQ, son côté stratégique vraiment ressortir. Donc je peux plus donner l'avantage à Barrio à ce niveau-là. Côté conditionnement physique, je devais le donner à Gavrilovic, mais Barrio il a montré que le fait de raffiner techniquement, c'est les petits aspects séparés du sport, ça a fait que sa game est tellement un tout plus fluide qu'il prend moins d'énergie à effectuer. Son gameplay est plus simple, le fait qu'il est plus fluide partout, ça lui prend moins d'énergie, puis c'est un gars qui manque plus de jus. Donc je peux plus donner l'avantage au niveau du conditionnement physique non plus à Gavrilovic. Donc personne n'a l'avantage nulle part. C'est ça qui est fou, c'est un combat absolument incroyable. Le premier combat est impossible à scorer, le deuxième combat est impossible à prédire. Je peux pas dire « Ah oui, Gavrilovic va gagner dans cet aspect particulier, Barrio va gagner dans cet aspect particulier. » Et puis, j'ai pas le choix de me tourner vers un X-Factor parce que je suis quand même là pour vous donner une prédiction, bien que ça me crève un peu le cœur. Ben, je ne sais pas qui c'est qui va gagner, c'est impossible. Il n'y a personne qui a un regard 100% objectif sur ce combat-là, qui vont me dire qu'ils s'attendent vraiment à ce qu'un batte l'autre. C'est un combat qui est tellement serré. Et puis c'est ça, je vais me tourner vers un X-Factor. Puis le X-Factor, c'est les juges. Barrio est un gars vraiment plus chanceux que Gavrilovic avec les juges et les arbitres en général. Il a été impliqué dans plusieurs décisions serrées, puis la majorité du temps, c'est allé en sa direction. C'est pas le cas pour Strania Gavrilovic. Ça serait bien plate qu'on se retrouve avec une décision serrée et que ce soit pas le bon gars qui gagne. Mais ça me surprendrait pas d'un autre côté non plus. Puis écoutez, je pense que peu importe qui gagne ce combat-là, ça va tellement être compétitif et serré qu'on va voir une trilogie un jour ou l'autre. Mais à cause du X-Factor des arbitres, puis que d'habitude les combats serrés vont en faveur de Barrio, ma prédiction ici, ça va être Barrio par décision partagée, mais écoutez, la confiance dans ma voix, ça règne pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un combat qui est absolument impossible à prédire. Donc, on va juste apprécier le spectacle en tant que partisan et être content. Maintenant, combat principal de la soirée, le championnat featherweight sera en jeu. TJ Laramie et Charles Jourdain. Un autre combat absolument exceptionnel, un combat de prospects de très haut niveau. Et puis, le gagnant de ce combat-là va littéralement être sur la fast track pour devenir une très grosse star internationale. Écoutez, il va devenir champion de TKO, va être à quelques combats seulement de l'UFC. Et puis, c'est vraiment un gars qui, avec un. On s'entend que à 5 ou 6 combats pro dans ta carrière, de battre un gars comme TJ Laramie ou de battre un gars comme Charles Jourdain, ça va vraiment t'aider à pogner le next step, la petite coche qui te manquait peut-être pour devenir un combattant absolument élite. Et puis, c'est un excellent duel de style aussi. C'est un combat qui risque d'être très serré. TJ Laramie nous a montré de belles choses dans son dernier combat contre Jimmy Spicuza. C'est un combat que j'ai adoré car il a tellement été différent d'habitude. TJ Laramie, comme je le disais un peu dans le cas de Tony, ils ont un peu le même style. Hein? Ces deux frères s'entraînent tout le temps ensemble. C'est des petites boules d'énergie, des petites boules d'explosion. Puis TJ était tellement agressif, tellement reckless comme combattant. Puis ça l'a bien servi dans sa carrière. Sauf quand il est arrivé contre Alex Morgan, un gars qui est plus relax debout, qui est plus composé, qui va vraiment chercher à pique ses shots, à lander. C'est pas un gars qui lance pour rien, Morgan. C'est un gars qui fait compter pas mal tout ce qu'il fait. Et puis, Laramie était agressif, il était ouvert, puis il a reçu un punch, s'est fait dropper. Ça n'a pas été le meilleur arrêt de l'arbitre, on va se le dire. Mais c'est un TKO qui a été strictement causé par le fait que TJ Laramie a été beaucoup trop agressif et beaucoup trop ouvert. Puis c'est Morgan qui en a profité. Puis Laramie, ça a l'air d'y avoir allumé une cloche ce combat-là parce que contre Spicuza, il est arrivé puis il était tellement plus relax, tellement plus technique. Lui aussi, il choisissait bien ses shots, il choisissait bien quand shooter pour un takedown, quand aller au sol. Et puis on l'a vraiment vu avoir une stratégie dans ce combat-là. C'est la première fois qu'on a vu TJ Laramie tranquille. Puis c'est quelque chose qui le rend tellement dangereux parce que c'est un gars qui est tellement naturellement athlétique, un gars qui est fort, un gars qui est explosif. Puis le fait qu'il soit plus stratégique, plus tranquille, ça fait qu'il ne court plus après le finish. Puis c'est tellement un gars opportuniste, c'est tellement l'instinct du tueur qu'il n'y a pas besoin de courir après le finish. Il a juste à bien se battre comme il est capable de le faire. Puis le finish va venir à lui. Puis le fait que maintenant il sait ça, ça le rend tellement un gars plus dangereux. Puis ça va donner un excellent duel contre Charles Jourdain. Puis que dire de Charles Jourdain? C'est vraiment
Quand tu regardes le prototype du combattant d'MMA moderne, Charles Jourdain, c'est ça. Il y a un style qui peut te faire penser à un Max Holloway ou un Tony Ferguson. C'est sûr qu'il est un peu plus flashy que debout, mais c'est un gars qui est bon partout. Il n'a absolument pas peur d'aller nulle part. C'est un gars qui est fluide, il fait tout ou qui est capable de striker en même temps que de défendre un takedown, qui est excellent en transition, qui a une submission game qui est vraiment underrated. C'est un excellent gars qui est capable de se battre n'importe où. Et puis, c'est sûr que c'est son combat debout qui retient l'attention. C'est un combattant très flashy debout. Mais il faut faire attention parce que Jourdain n'est pas un combattant flashy à tort. C'est un gars qui reste intelligent debout. Il a une très bonne technique, des bons fundamentals. Puis, il va faire des choses flashy, mais il ne va pas les faire au détriment de son efficacité debout. C'est pas un gars qui va lancer un flying knee out of nowhere comme ça, puis il va tout simplement se faire attraper, se faire takedown et tout. C'est un gars qui planifie bien ses attaques, puis oui, il utilise des techniques qui sont flashy, mais sont très bien intégrées à sa game, puis c'est pas un gars qui va se mettre en danger pour lancer des techniques flashy. Le seul reproche que j'ai par rapport à Charles Jourdain, puis c'est un peu la même chose pour son frère, c'est que oui, ce sont des combattants très complets, mais des fois, ils n'ont pas le bon processus décisionnel dans un combat. Admettons, ils vont être absolument en train de dominer le combat debout. On a vu ça contre Will Romero, Jourdain dominait le combat debout, ça allait bien. Puis là, tout d'un coup, il se retrouvait dans le clinch, puis il essayait un takedown, puis il se retrouvait au sol contre Romero. Et puis, oui, il était capable de se battre au sol, oui, il était capable de dominer le combat au sol. Mais c'est pas parce que tu es un combattant complet que tu as toujours besoin d'être complet. Charles Jourdain dominait tellement le combat debout contre Romero qu'il n'y a pas eu besoin, il n'y avait pas besoin d'aller au sol. Puis, oui, c'est bon d'être complet, mais des fois, le fait de changer la phase dans laquelle le combat se déroule, si tu as un adversaire qui est dangereux comme un TJ Laramie, il peut te faire payer pour ça. Si tu es en train de le dominer debout, puis tu décides, regarde, je suis ouvert, il est ouvert, je vais y aller pour un takedown, puis là, whoop, et Laramie anticipe un peu le takedown, dans le momentum, réussit à te revirer, prend le top, ben là, tu viens vraiment donner une bonne position, puis tu te retrouves dans une situation qui est peu envieuse. Puis Laramie, c'est un gars qui va être capable de le faire payer pour ces erreurs-là. Donc, ça va être très important pour Charles Jourdain de garder une bonne approche stratégique, de garder son combat debout si c'est là qu'il domine, puis de ne pas initier une nouvelle phase de combat s'il n'y en a pas nécessairement de besoin. Puis j'ai confiance que Jourdain va être capable de faire ça parce que le gars, il a non seulement des excellents coachs, une très bonne équipe de coachs, mais lui-même semble un combattant qui a une excellente connaissance de ses adversaires. Lui-même, à la conférence de presse de TKO, il a vraiment pris le temps de mentionner à quel point Laramie était devenu un gars plus patient depuis le combat contre Morgan, puis il a pris le temps de donner une très bonne analyse technique de sa performance contre Spikuza, puis ça me laisse voir que Charles Jourdain, tu sais, il y a des combattants qui regardent pas vraiment leurs adversaires, qui laissent le game plan à leur coach, puis eux autres, ils arrivent dans le gym, puis ils pratiquent le game plan, ils pratiquent les drills que leurs entraîneurs, c'est-à-dire, leur ont préparés pour se préparer pour cet adversaire précis-là. Charles Jourdain, ça n'a pas l'air d'être le genre de gars qui fait ça, ça a l'air d'être le genre de gars qui ne laisse rien au hasard. Il a l'air de beaucoup analyser ses adversaires, puis il veut non seulement avoir une idée de leur style et tout, mais il veut lui-même savoir ce que leur adversaire va tenter de faire pour le battre. Comme ça, arriver dans le combat, il n'y aura pas de surprise, il ne sera pas surpris parce que je pensais que c'est un gars debout, mais il a essayé de me take down. Il veut vraiment analyser tous les aspects de la game de son adversaire pour savoir que, admettons que je fais telle chose, il va réagir ainsi. Comme ça, il n'y aura pas de surprise dans le combat. Puis ça, c'est un trait qui démontre un énorme potentiel, une énorme compréhension du sport qu'il pratique. Puis c'est non seulement un trait qui va l'amener loin, mais c'est un trait qui pourrait faire de lui un excellent coach après sa carrière MMA. Puis c'est exactement pour cette raison-là que je vais y aller avec Charles Jourdain. Je pense qu'on va avoir un combat compétitif, mais je pense que Jourdain ne sera pas surpris par les choses que TJ Laramie vont lui apporter, puis il va réussir à garder un petit peu d'avance ce combat-là et probablement aller chercher un finish par TKO au 3e ou au 4e round pour demeurer invaincu et gagner le titre TKO. C'est ça qui conclut mes analyses et prédictions pour le TKO 41, une carte qu'on attend depuis longtemps, puis c'est finalement vendredi soir que ça va avoir lieu. Donc j'espère que de prime abord, tout le monde va prendre le temps de regarder ça et d'apprécier le spectacle qu'on va se faire livrer parce que les meilleurs combattants de TKO sont tous en action, puis ça va être une carte absolument explosive.
J'ai fini de me mêler, guys. Je vous sais que la paix, j'ai parlé pendant assez longtemps. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu. Laissez-moi un commentaire pour qu'on puisse jaser, comme je vous ai dit plus tôt, mes impressions, vos impressions sur la carte. Je veux les savoir qui va gagner quel combat. C'est quoi votre combat le plus attendu. On peut se parler de n'importe quoi dans les commentaires. Venez jaser avec moi. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Puis on se voit une prochaine fois.